Bienvenue à ce webinaire prise en charge intégrale, considération pratique. C'est le deuxième webinaire dans notre parcours d'accès aux soins et aux traitements. Cette série a été conçue pour aider le personnel soignant à préparer et élaborer une prise en charge intégrale dans leur centre. Je suis Miguel Escobar, je suis un hématologue, je travaille à Houston, au Texas. Ici, vous voyez notre ordre du jour pour les prochaines 90 minutes. Bien, alors, nous avons un groupe d'intervenants de très haut niveau aujourd'hui, hein. Donc, je vais les présenter. Nous avons le docteur Johnny Molanga d'Afrique du Sud. Il est professeur titulaire en hématologie et chef de l'école de pathologie de la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Witwatersrand et du Service national des laboratoires de santé. Il est également hématologue clinicien consultant, responsable du service d'hématologie de l'hôpital universitaire de Charlotte Maxeke de Johannesburg et directeur de l'International Hemophilia Training Center à Johannesburg. Il a publié plus de 140 articles dans des revues et il appartient au comité de lecture. Il a présenté plus de 400 résumés. Nous avons aussi le docteur Sukesh Nair, qui est professeur d'hématologie de laboratoire au Christian Medical College de Vellore, dans le sud de l'Inde. Il a obtenu son doctorat en médecine avant d'effectuer un stage en hématologie à Sydney, en Australie. Il est coordinateur scientifique d'un programme d'essai et d'aptitude et donc il travaille au EQAS. Il est fournisseur et il implique plus de 700 participants. Et il consacre beaucoup de temps à la communauté des troubles de la coagulation. Et nous avons aussi le docteur Daniela Neme d'Argentine. Elle est hématologue et directrice médicale de la Fondation de l'hémophilie en Argentine. Elle est membre du comité IHTC de Buenos Aires et elle est membre du comité IHTC de la FMH et coordinatrice du sous-comité de l'hémophilie de la Société argentine d'hématologie. Donc, nous leur souhaitons la bienvenue à tous. Bien, au cours de ce séminaire, nous avons un service d'interprétation en espagnol, en français, en arabe et en russe. Si vous utilisez un ordinateur ou une tablette, cliquez sur la partie de l'interprétation en bas de votre écran pour sélectionner la langue. Si vous nous suivez sur un téléphone portable, vous devez regarder sur l'image de la gauche qui vous montre un téléphone. Vous cliquez sur les 3 points qui sont en bas de l'écran pour sélectionner le canal d'interprétation. Au milieu, vous voyez l'image d'un téléphone portable iPhone. Pareil, vous sélectionnez l'interprétation, vous choisissez la langue et n'oubliez pas de confirmer, hein, sinon votre sélection ne sera pas enregistrée. N'oubliez pas aussi que pour poser des questions, vous pouvez envoyer les questions dans la case des Q&A, questions et réponses, et nous y répondrons ensuite à la fin de ce webinaire. Nous vous encourageons aussi à utiliser le chat si vous avez des commentaires à faire. Bien, nous allons maintenant donner la parole au docteur Johnny Malangou d'Afrique du Sud qui va nous parler des soins intégrés dans son centre médical. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous rejoindre dans ce programme. C'est un plaisir pour moi de vous présenter ma présentation sur les soins complets dans les contextes du programme PACT. Je m'appelle Johnny Malangou, je suis hématologue. Voilà mes conflits d'intérêts. L'ordre du jour pour aujourd'hui, c'est un ordre du jour très direct, très simple, surtout établir la différence entre un centre de traitement d'hémophilie et un centre de soins intégral ou des soins complets pour hémophilie. Et puis, la constitution des services est clé dans un centre de soins complets de la part des gens, des professionnels et aussi le rôle des individus au moment de fournir ces services. Puis, je vais ajouter mes conclusions.
Je voudrais vous dire que la définition d'un centre des soins complets a existé depuis quelque temps. Initialement, il a été défini comme un centre d'hémophilie. C'est un centre où une des composantes de la fourniture des soins complets se focalise sur l'expertise psychosociale et médicale. C'est quelque chose qui a été défini en 2004 par Evat et al. Ils ont défini que les soins complets sont le suivi en continu de tous les facteurs psychosociaux et médicaux qui affectent la personne atteinte d'hémophilie et sa famille. C'est sur la base de cela que maintenant nous avons des centres des soins complets parce qu'ils fournissent des soins vraiment intégrés. Au moment de fournir les soins, il y a des services clés que je pense que le centre des soins complets devrait fournir et ces services comprennent le fait que pour faire un diagnostic correct, après, il faut avoir un traitement correct et évidemment, il faut tout le temps prévenir les complications de la maladie ainsi que du traitement. Nous avons noté dans cette présentation que la thématique est la même indépendamment du joueur pour de l'acteur qui travaille dans le centre de soins complets. Mais avant de nous pencher sur les détails de chaque rôle, je voudrais établir une distinction entre un centre de soins complets versus un centre de traitement d'hémophilie. Et ce qui est vraiment, il y a des choses communes entre les deux, bien sûr. Les deux centres de traitement doivent maintenir des registres fiables et précis des patients. Ils doivent aussi fournir aux patients, la famille, les aidants, des éducations postérieures, des éducations, une éducation en continu. Ils doivent soutenir la prophylaxie, surtout à tous les niveaux des soins et aussi les traitements à domicile pour les patients qui sont traités dans les centres. Spécifiquement, les centres de soins complets doivent fournir une série de services qui peut-être ne sont pas disponibles dans les centres d'hémophilie habituels. Ces services comprennent un accès de 24 heures à la thérapie de remplacement, un service des soins cliniques de 24 heures. Cela veut dire que le soignant doit soigner les patients atteints d'hémophilie pendant 24 heures. Aussi des services diagnostiques, des services de laboratoire de 24 heures et aussi des personnels, des spécialistes de 24 heures, y compris les hématologues, les personnels pédiatriques et les infirmiers et spécialistes d'hémophilie qui comprennent comment les soins sont fournis. Les soins spécialisés comprennent parmi d'autres choses, par exemple, les soins d'inhibiteurs pour les patients avec inhibiteurs et aussi la gestion de l'induction de l'intolérance et aussi les autres complications auxquelles les patients peuvent faire face, par exemple, des complications hématologiques, des complications infectieuses et aussi des complications musculo-squelettiques. Ce sont tous des services qui doivent être fournis par les centres des soins complets. Les centres de traitement d'hémophilie habituels peuvent fournir ces services à un degré inférieur, mais on n'espère pas que tous les services soient fournis par les centres habituels de traitement de l'hémophilie. Pour moi, la partie la plus importante dans le centre des soins complets, c'est que tous les autres services offerts par les autres acteurs dans les centres ou les services des soins complets, par exemple les conseils génétiques, l'orthopédie, les spécialistes dentaires, la physiothérapie, les spécialistes des questions psychosociales, par exemple, ce sont des choses qui doivent être fournies dans le contexte d'un centre des soins complets. Et finalement, la provision, la fourniture d'une plateforme de recherche, on ne peut pas tenir compte des soins du patient si on n'a
pas une recherche autour de leurs soins. Donc, tous les centres des soins complets doivent entreprendre des activités de recherche sur la base de leurs propres expériences pour qu'ils puissent partager ces expériences avec d'autres centres, d'autres soignants. Lorsque l'on parle des soins des patients, il faut considérer que les centres, dans le contexte des soins des patients, les patients doivent être les protagonistes de la fourniture de ces soins, comme on le reflète ici dans ces schémas. Les patients et sa famille doivent être la cible de notre travail et c'est-à-dire que le fournisseur des services de santé, les organisations des patients, la société en général et le gouvernement doivent se focaliser sur les patients et sa famille. Sans les patients, le rôle d'autres acteurs serait miné, pour ainsi le dire. Et lorsque l'on parle du contexte des soins, il faut parler du rôle du patient et sa famille. Quel est ce rôle au moment de fournir des soins complets? Quel est leur rôle dans les co-fonctions des soins complets? Comme je viens d'expliquer, je pense que le rôle est de faire un diagnostic, de fournir un bon traitement et d'entreprendre des mesures appropriées pour éviter les complications de la maladie. Penchons-nous sur ces questions. Donc, au moment de la diagnostic, les patients font le diagnostic de leur saignement en identifiant les symptômes de ces saignements à travers la reconnaissance précoce de ces saignements et à travers l'établissement des mesures appropriées. Ils font le diagnostic à travers une différenciation entre, par exemple, une douleur à la suite de la traumaterie ou, par exemple, une autre type de douleur. Et leur famille vont leur aider au moment de reconnaître les symptômes du saignement de manière précoce et aussi ils vont fournir un soutien adéquat, par exemple, l'histoire et l'héritage de la famille au moment de faire le diagnostic. Quel est le rôle des patients au moment du traitement? C'est quelque chose de très important. L'accès veineux est très important. Les traitements que nous fournissons aux patients requièrent d'avoir un accès veineux. Donc, les patients doivent avoir un bon accès au vin pour fournir la thérapie de remplacement. Ils doivent avoir une quantité suffisante de facteurs de coagulation, n'importe où ils se trouvent, que ce soit dans chez eux ou dans leur travail, par exemple, ou s'ils sont en vacances, par exemple, ils doivent avoir toujours ces facteurs. Il faut reconnaître aussi l'importance du traitement précoce des saignements parce que si on laisse les saignements continuer, les complications peuvent se présenter assez rapidement. La famille peut contribuer à travers, par exemple, leur aide avec la thérapie intraveineuse. Et il faut avoir aussi une quantité suffisante de concentré des facteurs pour les patients atteints d'hémophilie et c'est quelque chose que la famille peut considérer aussi. Il faut parler aussi de la prévention des saignements. Ça fait partie du rôle des centres de soins complets. Bien sûr, cela nous parle de l'adhésion au traitement, par exemple, y compris la prophylaxie. Le fait que les patients ont besoin d'être dans pleine forme pour pouvoir, par exemple, bien répondre au traitement. La gestion du poids est très importante. Nous vivons pendant une ère où les patients vivent pendant plusieurs années, donc ils doivent être en condition pour lutter contre tous les troubles qui se présentent avec l'âge avancé. Et il faut prévenir les traumatismes aussi, il faut prévenir les saignements, donc les risques des blessures. Le rôle de la famille à cet égard, c'est d'encourager l'accomplissement des mesures de prophylaxie et s'assurer que la famille, bien sûr, participe à tout cela. Tout, ce, tout cela doit être mis dans le contexte des résultats que l'on attend de la part d'un contexte de soins complets. Si on fournit des soins en termes des objectifs qui ont été déterminés, notre
cible est de préserver la structure et la fonction articulaire. Nous devons réduire et prévenir l'hémophilie, les épisodes d'hémophilie et bien sûr les complications liées au traitement et la morbidité et la mortalité qui sont liées à tout cela. Nous devons aussi optimiser la qualité de vie des patients pour qu'ils puissent accomplir les besoins personnels et sociaux et leurs obligations aussi. Voilà nos cibles, nos objectifs. Les patients ont besoin de l'aide des fournisseurs de soins de santé et les acteurs, les soignants sont très divers. Dans le cas des patients atteints de l'hémophilie, par exemple, il y a des hématologues, des psychologues, des pédiatriciens et aussi des spécialistes de l'hémophilie, des experts en sciences sociales, des psychologues, des experts musculo-squelettiques, les généticiens et les spécialistes des laboratoires. Ce sont tout simplement quelques exemples. Pendant ma présentation, par souci de temps, je ne peux pas décrire les responsabilités de chacun de ces spécialistes au moment de fournir des soins complets. Je vais prendre quelques exemples, tout simplement. Je vais parler du rôle de l'hématologue, l'infirmier d'hémophilie et les spécialistes de laboratoire et je vais décrire les résultats que j'attends de la part d'eux. Commençons avec le rôle de l'hématologue. L'hématologue a plusieurs rôles à jouer. Euh, il y a des responsabilités et des rôles à jouer de la part de l'hématologue au moment des soins complets. Ils sont responsables de faire un diagnostic précis. Le mot précis est très important ici. Ils doivent considérer l'histoire, les antécédents familiaux, la présentation clinique du patient, une bonne recherche clinique pour déterminer le niveau de facteurs du patient. L'hématologue est responsable de guider les traitements des patients. Ils sont responsables d'évaluer la sécurité, l'efficacité, la pharmacocinétique du traitement. Ils doivent formuler des directives des traitements. Ils sont aussi responsables de rédiger des protocoles de traitement et dans plusieurs instances, ils sont responsables de introduire des innovations par rapport à la gestion des patients individuels. Ils doivent suivre et traiter les complications. Il y a plusieurs complications associées au traitement des patients atteints d'hémophilie, par exemple les complications immunologiques, musculosquelettiques, et, par exemple, l'arthropathie, c'est l'exemple le plus important, et aussi les complications infectieuses. Heureusement, les infections sont réduites maintenant, par exemple, dans les cas de VIH ou hépatite transmis par les transfusions. Ce sont des choses qui se sont réduites, heureusement. Et il faut mener une recherche par rapport à l'hémophilie. Ils doivent être capables de lancer une recherche pour contribuer au corpus des connaissances, mais ce qui est plus important, ils doivent mener une recherche pour éduquer les patients sur les progrès faits dans ce domaine. Si on parle de la recherche peut être menée à différents niveaux. Dans le cas des soins complets, bien sûr, nous avons la recherche la plus crédible, c'est l'essai contrôlé randomisé. Pas tout le monde peut y participer. Il y a d'autres personnes qui peuvent mener des études observationnelles, des études descriptives et bien sûr des études d'écale. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité indépendamment de l'expertise dans le contexte où on se trouve de participer en quelque sorte de la recherche dans les soins des patients atteints d'hémophilie pour fournir un soin complet. Je vais passer maintenant au rôle de l'infirmier d'hémophilie. Le rôle de l'infirmier est pivotal et clé au moment de fournir un soin complet. Le rôle de l'infirmier est défini comme CARE. CARE représente compétences cliniques, plaidoyer, recherche et éducation. C'est ça que cette sigle représente. Cela forme un continuum. Si on considère les soins cliniques, l'infirmier d'hémophilie est responsable d'enseigner aux patients comment faire un accès veineux
de faire un traitement des saignements, identifier les urgences et la thérapie à domicile. Donc voilà le rôle tellement important de l'infirmier d'hémophilie. L'infirmier est également responsable de mener des plaidoyers. Cela comprend, par exemple, établir des liaisons avec les endroits de travail et l'école, parler aux acteurs qui peut-être ne comprennent pas l'hémophilie. Il faut parler aussi des bénéfices sociaux et aussi conduire des programmes de sensibilisation et faire partie de l'équipe multidisciplinaire. Donc, ils doivent aussi communiquer avec le coordinateur de l'équipe multidisciplinaire pour fournir les soins complets. Le rôle de l'éducation est extrêmement important lorsque l'on parle de l'infirmier d'hémophilie. Il faut éduquer les patients hémophiles, leurs familles, leurs aidants, les fournisseurs de santé et les bailleurs. Quand j'ai commencé à travailler avec les patients atteints d'hémophilie, j'ai beaucoup appris de la part des infirmiers d'hémophilie. Il y avait deux infirmières qui étaient comme mes enseignants à ce moment-là. Et aussi, à part le soin clinique, le plaidoyer, l'éducation, les infirmiers peuvent mener leur programme de recherche. Mon programme de recherche a toujours été soutenu par les infirmiers d'hémophilie. Les infirmiers sont responsables de sensibiliser les patients autour de la recherche qui s'est faite autour de l'hémophilie, participer dans la récolte des données, participer à l'analyse de ces données et entreprendre leurs propres projets de recherche. Donc voilà, le rôle critique des infirmiers d'hémophilie au moment de fournir des soins complets. Finalement, je voudrais parler du rôle du spécialiste du laboratoire. Je voudrais mentionner, décrire le rôle du spécialiste du laboratoire dans le contexte des autres rôles qui ont été déjà décrits, faire un diagnostic, suivre les patients et aussi fournir une formation en continu. Et le diagnostic, par exemple, dans le cas du diagnostic, le spécialiste doit s'assurer que le résultat de laboratoire soit précis et fiable et ils peuvent, par exemple, entreprendre des études de mélange et mesurer les niveaux des facteurs. Et ce sont des services qui se fournissent 24 heures, pendant 24 heures. Et si on pense du suivi de la maladie et du suivi du traitement, le laboratoire joue un rôle très important au moment d'analyser la pharmacocinétique. Aussi, ils participent aux essais d'inhibiteurs, les études des mélanges et ils doivent s'assurer que la performance des laboratoires est selon les standards internationaux. Donc, ils participent au programme externe d'assurance qualité. Ils sont aussi responsables de la formation continue. Dans notre centre, nous envoyons notre personnel technique, aux cours et aux ateliers pour qu'ils puissent continuer leur formation partout dans le monde, pour qu'ils puissent revenir avec l'ensemble des compétences dont on a besoin pour fournir un soin complet aux patients. Nous formons les étudiants de médecine aussi et nous entraînons les personnels techniques sur les études les plus nouveaux dans le contexte des soins d'hémophilie. C'était le laboratoire, en fait, qui a conduit ce programme. Donc, pour résumer, pour les soins complets, c'est important il est important de différencier entre le rôle du centre des soins complets comme quelque chose de bien différencié du centre traditionnel des traitements d'hémophilie. J'ai mentionné le rôle et la responsabilité pour la mise en place d'un programme de soins complets pour l'hémophilie et ces rôles n'ont pas changé depuis quelques décennies. Ils comprennent le fait que tous les acteurs doivent faire un diagnostic, doivent être en mesure de traiter les patients et de suivre les complications du traitement et de la maladie. Le rôle critique au moment de fournir les soins complets comprennent le patient, l'infirmier d'hémophilie, l'hématologue et le laboratoire. Et ils doivent s'unir pour fournir
fournir ces soins. Donc, merci beaucoup de votre attention et j'ai hâte de participer à la séance de questions-réponses. Merci, Johnny, pour cette présentation très détaillée. Je voudrais tout simplement rappeler les participants que vous pouvez mettre vos questions dans la boîte de discussion maintenant. J'ai le plaisir d'introduire le docteur Naïr qui va parler des services diagnostiques au centre de traitement. Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du parcours d'accès aux soins et aux traitements. Je vais vous parler du diagnostic dans le laboratoire. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Nous allons commencer ce parcours par un patient qui est venu nous voir, un petit garçon de 7 ans qui avait des saignements sans contrôle après un accident de la route. Il avait été opéré. Il est allé à l'hôpital parce que son concentré de facteurs était terminé. Il n'avait plus de stock. Ce patient avait des saignements et des gonflements réguliers sans coloration. Il avait depuis l'âge de 2 ans des symptômes et il a une histoire de douleur de genoux, de gonflement de genoux et de problèmes. Il boite. Sa mère de 25 ans a dit qu'elle a facilement des bleus et qu'elle a des saignements dans la bouche, mais personne dans la famille n'a de problème de saignement. Son père a 70 ans et il n'a pas eu de problème jusqu'à maintenant. Alors, voyons un petit peu maintenant le dépistage, les tests de dépistage que nous avons fait pour les saignements. Nous avons fait le taux plaquettaire, le temps de saignement, l'activité de temps de prothrombine. Nous avons donc couvert tout cela et nous avons bien sûr étudié le temps pour la formation du caillot. Le temps de prothrombine était de 10,5, le APTT de 92 secondes, ce qui est aussi normal. Donc, on a un APTT prolongé et cela nous amène à faire d'autres tests. Nous avons fait des tests d'études de mélange avec du plasma normal. Alors, qu'est-ce que c'est que ces tests d'études de mélange? Il vous faut traiter les patients avec des saignements. En général, c'est très utile pour ce type de patient. Il faut mélanger un volume égal de plasma que vous voulez tester avec du plasma de poule normal. Et vous allez faire le test et vous allez le répéter sur le mélange. Si vous avez une correction de temps, une fois que vous avez fait cela, vous avez un déficit de facteurs. Et s'il n'y a pas de correction, à ce moment-là, on a un inhibiteur. Donc, l'explication ici, c'est que si le temps est dû au déficit de facteurs dans le plasma testé, le plasma normal va fournir le facteur déficient et va corriger le temps. Mais s'il y a un inhibiteur, à ce moment-là, le plasma normal va être aussi inhibé. Donc, il faut donc voir cette procédure avec différentes interprétations. Si vous avez un patient qui saigne sur la table d'opération avec un TCA de 65 secondes, si vous faites une correction, vous allez avoir un plasma normal et si vous transférez ce plasma et le défaut de coagulation, le temps sera corrigé et il y aura donc un arrêt de cette hémorragie. Si le temps n'est pas corrigé, à ce moment-là, ce n'est pas intéressant de transfuser du FFP. Et le seul problème avec ces études de mélange, c'est qu'on peut passer à côté d'inhibiteurs de facteur 8 très bas. Alors, il faut faire attention à cela. Bien, pour en revenir donc aux études de mélange, donc nous avons fait une correction. Ici, nous l'avons mélangé avec un plasma normal et nous savons maintenant le déficit de ce patient. Nous savons que ce patient a une hémophilie, mais nous ne savons pas si c'est une hémophilie A ou B. Donc, nous allons créer un système dans notre laboratoire. Nous allons utiliser du plasma adsorbé
et du plasma vieilli. Nous allons voir ce qui reste une fois que le plasma est absorbé et il nous reste le facteur 8. Et la même chose pour le sérum vieilli, c'est quelque chose que l'on a en général dans nos laboratoires. Donc, le sang est collecté dans un tube. Dans le temps de coagulation, nous allons utiliser ce sang et ce qui reste va être ce sérum vieilli que vous allez garder pendant 2 jours et vous allez voir ce qui reste de ce sérum sera des facteurs 9, 10, 11 et 12 et vous allez pouvoir utiliser cela. Si vous avez un sérum de 2 jours ou de 3 jours, c'est très utile. Alors, mettons que j'ai un patient avec une hémophilie A. Il a ce plasma. Donc, c'est un plasma qui va avoir un PT normal de 90 secondes et je vais répéter le TCA et je vais mélanger le plasma de ce patient avec un autre plasma. Je vais avoir un TCA de 90 secondes. À ce moment-là, vous savez que ce sérum n'a pas de facteur 8. À ce moment-là, si vous avez un APTT normal ou un APTT prolongé, vous vous rendez compte de la différence et vous pouvez faire un diagnostic et savoir si c'est un déficit de facteur 8. Et maintenant, nous savons que ce patient donc a un déficit de facteur 8. C'est tout ce que nous pouvons dire. Si vous avez des difficultés avec ce type de système, vous pouvez constater que vous pouvez utiliser un flacon de concentré de facteur 8. Ensuite, vous diluez 1 en 4 et à partir de là, vous allez utiliser une toute petite quantité de concentré de facteur 8 et vous allez le mélanger dans le plasma du patient et le facteur 8 du patient va passer à 100%, ce qui va être un pourcentage presque normal et à ce moment-là, vous allez avoir le TCA. Donc, le TCA vous permet de calculer cela. S'il reste normal, vous pouvez faire la même chose avec le facteur 9 et vous verrez si c'est un déficit de facteur 10. Et s'il n'y a pas de correction, à ce moment-là, on a des inhibiteurs. On a un problème d'inhibiteur. Bien, donc, nous avons maintenant notre patient de 7 ans qui a donc un APTT corrigé avec une augmentation avec le concentré de facteur 8 et il n'y a pas d'augmentation pour le concentré de facteur 9. Donc, l'hémophilie, c'est l'hémophilie A. Et est-ce que ce diagnostic est complet? Des fois, nous avons des porteurs qui sont asymptomatiques. Donc, la chose que l'on va devoir faire maintenant, c'est un dépistage des inhibiteurs. Il faut toujours faire cela parce que des fois, vous avez des inhibiteurs qui sont bas et on peut passer à côté. Donc, avec cette étude de mélange, je vais faire incuber le plasma du patient et pendant 2 heures avec du plasma normal et ensuite je vais ajouter du plasma frais. Vous pouvez améliorer la sensibilité du test en utilisant un plasma normal avec 50-60% de facteur 8 et un réactif d'APTT qui va répondre. Et les inhibiteurs vont pouvoir apparaître. Alors, il faut se rendre compte que tous ces tests demandent certaines compétences parce que ce n'est pas si simple que cela. Vous allez avoir un bain-marie, vous allez utiliser ce bain-marie, vous allez mettre les réactifs et le plasma dans ce bain-marie dans des tubes et nous allons essayer de voir le moment où le plasma est mélangé avec le réactif et le moment où il va coaguler. Donc, on va travailler là-dessus. Il y a une certaine difficulté par rapport à ce type de diagnostic parce que, comme je l'ai dit, cela demande une formation. Vous devez avoir du personnel formé. Vous devez avoir des réactifs à votre disposition, ce qui est un des défis les plus importants. Vous devez avoir aussi un bon niveau d'échantillon. Et puis, il faut avoir un certain nombre de personnes. Il faut avoir un personnel aussi qui soit motivé. Et il faut faire attention de tester pour qu'il n'y ait pas de maladies contenues dans ces échantillons. Le manque de réactifs est un des grands problèmes.
qu'on a constaté pendant toutes ces années. Des fois, le produit n'est pas disponible, le fournisseur ne nous le fournit pas ou il est très cher, il a un problème de conservation, la durée de conservation. Et puis, le problème aussi, c'est que tous ces tests doivent être faits rapidement, hein, et donc tout cela rend ce type de réactifs et leur conservation compliquée si ce n'est pas fait correctement. Et puis, il y a aussi une question de conservation des échantillons. Alors, comment faire pour surmonter tous ces problèmes? Nous savons que les réactifs pour les bons producteurs qui sont dans différentes parties du monde. On ne peut parfois pas avoir accès à ces producteurs de réactifs. Quand on commence à travailler dans son laboratoire, des fois, on n'a pas ce type d'analyse de manière régulière, donc on n'a pas la possibilité de conserver ces réactifs. Ces réactifs ont un temps de conservation très court en plus, et donc au bout de 3 heures, hein, vous pouvez jeter votre réactif. Si vous faites cela de manière manuelle, vous allez l'utiliser une partie seulement et donc vous allez ensuite avoir cet échantillon qui va être stable seulement pendant quelques temps et le reste, vous allez devoir le jeter. Donc, beaucoup de réactifs gaspillés. Alors, comment surmonter ce problème? Eh bien, je vais vous donner quelques conseils et je vais vous expliquer comment minimiser les risques et conserver vos réactifs. Ici, vous voyez un frigidaire. Vous mettez votre réactif dans le frigidaire. Hein, vous retirez seulement une petite partie du réactif dont vous avez besoin et à ce moment-là, vous rangez le reste dans le flacon, dans le frigidaire, et il va pouvoir être conservé pendant 1 an. Hein. Alors, pour l'hémophilie, vous avez besoin de tests comme les réactifs, les solutions, la détection des inhibiteurs, toute une série donc de tests qui sont nécessaires pour ce type de dosage. Vous avez besoin de plasma de référence normale, vous avez besoin de tout cela et que vous pouvez fabriquer dans votre laboratoire si vous avez un patient atteint d'hémophilie sévère et qui accepte de vous donner une petite partie de ce sang que vous avez utilisé pour faire les analyses. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir tous ces facteurs. Et à ce moment-là, vous allez avoir idéalement du facteur 8 et du facteur 9 en concentration et un plasma et que vous allez avoir un pool de plasma qui soit près de 100 UI par décilitre. En général, on peut avoir ce plasma en le recueillant chez une vingtaine de personnes et vous pouvez faire un pool de ces 20 plasmas et le conserver. Ensuite, vous pouvez avoir des réactifs de bonne qualité dans votre laboratoire en faisant un temps de coagulation pour chaque mélange dans le dosage et cela est déterminé par la qualité du contenu et la concentration de ces facteurs. Ici, vous voyez donc différents types de dilution et le plasma déficient en facteur 8 ou facteur 9, vous allez faire comme cela. Vous pouvez utiliser des congélateurs domestiques qui fonctionnent à moins 18. Ils sont très efficaces, ils sont moins chers et ils peuvent vous donner un bon niveau de conservation de 3 mois si vous ne les ouvrez pas trop souvent. Bien sûr, une fois que vous avez fait toutes ces procédures, vous devez vous assurer que que vous pouvez avoir confiance dans vos tests. C'est très important. Et contrôler, faites tout cela avec l'utilisation de plasma normal, plasma en pool et vous pouvez analyser des patients qui viennent pour un INR. Nous vous conseillons de mettre cela dans un petit flacon, de le garder au congélateur, de liquoter et de l'utiliser au quotidien. Voilà. Alors maintenant, supposons que vous avez un diagnostic à faire et que rien n'est disponible. Eh bien, vous pouvez ajouter ici, vous allez ajouter cela dans un tube et vous allez avoir un caillot et
ce caillot ne va pas être formé après 60 minutes, vous savez que votre patient a un problème. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre 3 flacons, les écrire sur chaque flacon facteur 9, facteur 8 ou rien du tout, et vous allez mettre un peu de sang dans chacun de ces flacons. Vous allez ajouter un concentré de facteur et vous allez mettre une goutte dans 50 UL et cela va vous permettre de mesurer, de voir dans quel tube vous avez une coagulation. Si vous avez la coagulation dans le tube du facteur 8 ou du facteur 9, vous pouvez en déduire de quoi il s'agit, quel est le déficit. Voilà. Et sinon, c'est un patient qui a des inhibiteurs. Donc, grâce à ce système, vous allez savoir s'il s'agit du facteur 8 ou du facteur 9. Voilà. Pour conclure, je dirais le temps de saignement inférieur à 15 minutes. Vous avez un type 3 de maladie de Willebrand. Il est possible aussi de différencier s'il s'agit d'une personne qui saigne beaucoup et pour savoir si elle a une hémophilie A, B ou un type 3 de maladie de Willebrand grave. Donc, tout ce dont vous avez besoin, c'est une seringue, une aiguille et de calculer le temps de saignement. Ce n'est pas facile. Je dirais qu'il faut bien comprendre comment réaliser ce test. Vous pouvez le faire en faisant 3 petites coupure au niveau du bras. Vous devez voir le sang qui sort au bout de 20 secondes et la quantité de sang qui apparaît va être aussi un point important. Alors, ce temps de saignement est un bon paramètre pour évaluer les patients qui ont une hémostase primaire et cela vous permet donc d'évaluer tout cela. Alors, voyons un petit peu maintenant le plan d'évaluation de la qualité externe. C'est un plan qui est très intéressant et je vous recommande d'y participer. Cela est très utile pour nous tous. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Nous allons maintenant passer à la dernière présentation et nous allons donner la parole à Madame Daniela d'Argentine. Bonjour, c'est un plaisir pour moi de partager à vous tous ce webinaire. Je voudrais remercier la FMH de m'avoir invité à participer à cette rencontre. Je vais partager mon expérience, identification des patients avec hémophilie, leur formation. L'identification des patients nous permet de retrouver davantage de personnes avec un trouble de la coagulation, incorporer ces personnes au réseau de soutien complet et finalement de pouvoir détecter de façon précoce les maladies et fournir des soins médicaux appropriés. Notre institution, la Fondation de l'hémophilie, se trouve en Argentine. C'est la OMN de la FMH et elle a été créée en 1944 et c'est non seulement une organisation des patients et c'est aussi un centre de soins multidisciplinaires pour les patients d'hémophilie. À travers les années, notre institution a créé un réseau pour les soins des patients hémophiles à travers les pays en établissant des liens avec les centres de traitement et avec les hématologues qui se consacrent aux soins des patients avec des troubles de la coagulation. Notre fondation a entrepris également des programmes d'éducation et de formation pour divers spécialistes et elle a établi le registre le plus important des patients atteints d'hémophilie en Argentine. C'est important de considérer l'éducation comme pilier pour atteindre les changements. Cette éducation doit comprendre tous les acteurs et pour la gestion des patients atteints d'hémophilie, les gouvernements à travers les différentes agences qui sont impliqués
doivent définir la maladie comme politique de santé publique, la relation avec les différents euh, agences de sécurité sociale et avec la société en général. Aussi, par exemple, les contextes de travail, les écoles aussi. Il faut éduquer les professionnels de santé qui sont responsables des soins du patient et finalement, il faut éduquer les patients et leurs familles. Les stratégies éducationnelles sont fondamentales pour établir nos objectifs au niveau gouvernemental. Nous avons une couverture complète de thérapie de remplacement pour les patients. Cela comprend non seulement les concentrés anti-hémophilie, mais aussi les agents bypassants pour les patients avec inhibiteurs. Aussi, nous avons l'acceptation du traitement à domicile comme la forme idéale de traiter les patients, l'introduction de la prophylaxie, l'immunotolérance, les nouveaux médicaments et en 2018, nous avons acheté pour la première fois les concentrés des facteurs 8. Notre défi, c'est de créer un registre national des patients atteints d'hémophilie à travers les ministères de la Santé à l'égard des fournisseurs de santé, des soignants, la Fondation de l'hémophilie et un centre de formation qui représente la FMH depuis 1992. Nous avons des liens très étroits avec les différents professionnels internes de la gestion des patients atteints d'hémophilie dans plusieurs villes de notre pays. Nous tenons aussi des réunions annuelles où nous partageons nos expériences, nos idées et nos préoccupations. Et nous avons également une guide locale pour la gestion de l'hémophilie qui nous permet de maintenir cette documentation non seulement pour les soignants, mais aussi pour les auditeurs et pour les différentes agences gouvernementales. Ce qui concerne l'éducation des patients, familles et la société en général, notre centre a un programme annuel d'ateliers éducationnels, éducatifs qui comprennent toutes les disciplines. Nous avons des ateliers pratiques qui apprennent les patients comment faire les infusions. Ce sont des ateliers ciblés aux familles aussi. Nous tenons des ateliers pour les enseignants qui travaillent dans des écoles où il y a des enfants atteints d'hémophilie, surtout pour accompagner les familles pendant leur premier pas après le diagnostic d'un enfant avec hémophilie. Nous tenons des ateliers pour les porteurs, des ateliers pour la recherche de postes de travail, aussi des ateliers sur les droits des patients, l'accès au traitement. Nous avons une bibliothèque de jeux pour les enfants. Nous organisons différentes activités éducatives dans plusieurs villes de notre pays. Nous avons des matériaux éducatifs imprimés, un papier et d'autres activités. Comment est-ce que nous communiquons avec le patient? Nous le faisons à travers une magazine publié au niveau national. Nous publions les papers d'intérêt, aussi les activités sociales qui se tiennent dans les différentes villes, partout dans les pays. Nous avons un site Internet, nous sommes présents aussi dans tous les réseaux sociaux et c'est à travers ces réseaux où nous invitons les patients pour qu'ils se registrent dans notre centre. Par rapport à l'identification des patients, c'est fondamental d'avoir une stratégie pour avoir un arbre généalogique au moment qu'un membre de la famille est diagnostiqué avec un trouble de la coagulation. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important d'établir cela pour diagnostiquer les familles en général, parce que peut-être que le patient n'est pas encore diagnostiqué, peut-être qu'il y a des membres de la famille qui sont asymptomatiques ou des symptômes ou qui ont des symptômes très faibles. C'est utile aussi pour identifier les porteurs et les porteuses. C'est important de considérer que l'identification des porteurs, des membres de la famille avec la maladie va nous aider à prévenir les hémorragies, fournir des conseils génétiques et aussi pour la gestion périnatale et un diagnostic précoce dans les cas d'un nouveau-né avec hémophilie. Deuxièmement,
Le diagnostic de mères porteuses ou des femmes porteuses peut être fait à travers l'arbre généalogique et on peut leur demander, par exemple, sur leurs frères, leurs sœurs ou leurs filles, et il faut les amener au bureau, à notre centre. Il faut mener des mécanismes comme les ateliers et la présence en réseaux sociaux pour inviter toutes les composantes de la famille pour qu'ils fassent un dépistage. Finalement, je voudrais souligner quelques points clés et fournir quelques conseils. Il faut savoir que l'organisation des patients est fondamentale pour avoir un soutien réciproque pour que les patients apprennent sur les maladies, sur la prévention et les traitements, et aussi pour créer du changement par rapport au parcours de la maladie. Il faut que les patients s'y engagent, il faut qu'ils soient proactifs dans le cadre de cette organisation. Le meilleur traitement pour un patient, et c'est le traitement que le patient reçoit dans un centre de traitement. Et il faut aussi considérer l'importance de la politique de santé publique. Nous devons encourager les patients à s'engager au sein de ces organisations, d'établir des objectifs à court, moyen et long terme. Et aussi, nous devons les encourager à établir des pas spécifiques pour accomplir chacun des objectifs. Ne faut pas oublier l'importance de l'éducation. L'éducation est fondamentale pour tous les acteurs au moment de gérer les patients atteints d'hémophilie. Merci, merci beaucoup, Dr. Nemé. Et je pense que nous avons vu trois présentations vraiment excellentes qui illustrent des points très importants qui sont liés aux soins complets des patients. Maintenant, je voudrais obtenir quelques considérations additionnelles pour les soins et pour la fourniture des traitements. Nous savons que les centres des traitements d'hémophilie et les réseaux régionaux et nationaux, là où ils se trouvent, fournissent ce qui nous appelons en soins intégrés et centrés sur les patients. C'est ça qui va réduire la morbidité et la mortalité et aussi les coûts des traitements. En même temps, c'est un soin qui va promouvoir une vie plus longue, plus pleine. Depuis les derniers 40 ans, les centres de traitement d'hémophilie ont émergé comme des centres multidisciplinaires et spécialisés qui ont une expertise unique pour répondre aux besoins psychosociaux, physiques et émotionnels des patients. Les résultats sont atteints en utilisant une équipe multidisciplinaire, un modèle multidisciplinaire. Nous savons que c'est un modèle qui marche très bien. Spécifiquement, les centres ont des services exhaustifs, des diagnostics et des traitements, comme nous venons de voir, la prévention, l'éducation, les conseils, la gestion des cas, la coordination des cas, la sensibilisation, la recherche et le suivi. Les patients atteints d'hémophilie qui arrivent à un âge plus avancé, depuis les derniers 20 ans, nous avons vu que la vie des patients s'est allongée. Par exemple, aujourd'hui, un patient atteint d'hémophilie peut vivre de la même manière et pendant la même quantité d'années qu'une personne normale. Nous fournissons des services à une population de plus en plus diverse. En 2090 et en 2010, par exemple, si on considère les statistiques, la quantité de femmes qui ont été traitées s'est accrue de 350%. Et il y a, par exemple, d'autres troubles qui ont commencé à être traités de plus en plus, comme par exemple la maladie des Villepinte.
Si on passe au centre de traitement d'hémophilie, ils fournissent aux patients atteints d'hémophilie et d'autres troubles de la coagulation, les aidants, les fournisseurs de santé, les décisionnaires politiques. Ce sont des centres qui fournissent une intégration dans la gestion de la maladie. Cette intégration n'est possible qu'à travers une équipe multidisciplinaire qui comprend l'hématologue, l'infirmier, les physiothérapeutes, les travailleurs sociaux. Et il faut avoir accès à des laboratoires, bien sûr. Donc, il y a aussi une équipe répandue, composée par des professionnels, comme par exemple les chirurgiens orthopédiques, les conseillers génétiques, c'est-à-dire n'importe quel autre membre de l'équipe que l'on considère comme important pour les soins de ces patients. Une autre chose qui a été mentionnée, c'est que les centres de traitement d'hémophilie suivent des directives, des traitements, des recommandations qui ont été développées par les différentes associations et ils suivent par exemple les directives de la FMH pour la gestion des patients. C'est important de savoir que ces centres de traitement d'hémophilie vont répondre aux besoins des patients à tous les moments et nous devons résoudre les brèches dans les soins. C'est ça notre mission et nous devons détecter des opportunités autour de ces brèches, ces lacunes. Donc, nous avons vu que c'est la manière idéale de traiter les patients. Je voudrais souligner que dans le cadre de la coordination des soins, je voudrais souligner les systèmes d'adressage. Je comprends que dans chaque pays, chaque institution va avoir différentes manières de faire ces adressages sur la manière où les patients sont envoyés à différentes institutions. Mais je pense que c'est très important de pouvoir développer un réseau de comprenant ces centres de traitement d'hémophilie, on peut comprendre ou inclure des spécialisations, des activités de sensibilisation dans les zones rurales, par exemple, être capable de communiquer, d'éduquer d'autres fournisseurs de santé, d'autres soignants, par exemple le gynécologue, le chirurgien, les personnels pédiatriques. Donc, à tous les niveaux, c'est important d'identifier les patients dès que possible pour pouvoir les adresser correctement aux autres centres. Au moment de faire l'identification, c'est important aussi de pouvoir suivre ces familles, retrouver les porteurs, les porteuses. Ce sont des familles qui doivent être gérées dans les centres de traitement d'hémophilie. Une question qui se présente par exemple, c'est je ne peux pas réunir à toute mon équipe, je ne peux pas avoir les mêmes spécialistes présents dans le même endroit. Ce n'est pas tellement important parce que c'est important d'être capable de former cette équipe noyau comprenant les métallurgues, l'infirmier, le physiothérapeute, le laboratoire, c'est-à-dire une équipe de base. Et à partir de cela, on peut le répandre, on peut inclure des chirurgiens, des conseillers génétiques et on peut le retrouver dans différents bâtiments, dans différentes institutions. Ce qui est important de former ce réseau pour pouvoir adresser ces patients à ces spécialistes. Et la coordination du traitement devrait être faite à travers les centres de traitement de l'hémophilie. Donc, si on n'a pas des spécialistes entraînés en troubles de la coagulation, on devra être capable de fournir ces formations dans les centres de traitement d'hémophilie. Si il y a de manières où les individus peuvent être entraînés dehors, par exemple, dans d'autres pays, on peut passer à travers différents programmes qui sont disponibles partout dans le monde. Par exemple, il y a des cours d'entraînement en hémophilie spécialisés ou peut-être qu'il y a d'autres moyens
que l'on peut utiliser pour fournir cette formation. Ce qui est important, c'est d'être capable de reconnaître cette capacité et travailler avec la communauté des hémophilies et fournir leur formation. Une autre recommandation, et je pense que la docteure Némé a fait quelque chose, a dit quelque chose de très important. Il faut travailler avec les associations des patients. Il est important de bâtir une relation étroite avec ces associations et avec d'autres départements, avec les institutions et également avec différentes parties du gouvernement. Les associations des patients seront capables d'adresser plusieurs patients. Par exemple, à Texas, nous avons une large association des patients qui joue un rôle critique pour la gestion de nos patients. Cette association est un lien très étroit avec les patients et leurs familles. Ils font les tâches d'adressage, etc. So, to Alors, kind of summarize what we've pour seen, résumer ce que nous avons vu aujourd'hui, je dirais que le docteur Malangas nous a montré l'importance de ces soins intégrés. Il a mis l'accent sur cet aspect en nous donnant beaucoup de détails concernant la façon dont ce type de prise en charge doit être offerte à nos patients. Vous devez avoir une bonne équipe qui peut être grande ou petite. Vous pouvez commencer avec une petite équipe. Vous pouvez commencer par une petite clinique, ensuite la développer. Il est important de pouvoir mettre en place le système de diagnostic, hein. On a aussi parlé du rôle des différents acteurs dans ce système, puisque nous parlons d'une équipe multidisciplinaire. Il est important de reconnaître que chaque membre a la même importance dans l'équipe. Tout le monde a un rôle important à jouer. L'hématologue, l'infirmière, tout le monde. Et ils ont tous un rôle clé à jouer parce que c'est comme cela que l'équipe fournit des soins. On a aussi parlé de ce réseau d'hémophilie, hein, et le fait d'avoir un registre aussi, c'est très important, hein. La FMH insiste beaucoup là-dessus. Il faut commencer à faire un registre. Vous commencez par un registre local, puis vous augmentez petit à petit le nombre de patients. Vous créez un centre de traitement de l'hémophilie. Mais c'est très important d'avoir ce registre, hein. Comme ça, vous savez combien de patients vous avez et vous devez aussi faire des prévisions par rapport à votre registre, de quoi vous aurez besoin pour vos patients pour l'année suivante, combien de facteurs, quels facteurs, facteurs pour l'hémophilie A, B, maladie de Willebrand. Il vous faut aussi compter sur un laboratoire de confiance pour vos diagnostics. Et puis, comme nous l'avons vu dans les présentations, la formation est très importante au niveau du personnel soignant, au niveau des laboratoires et au niveau des personnes qui prennent des décisions, gouvernement et autres, hein. Donc, il est important qu'il y ait une communication entre tous ces responsables dans toutes les directions. On a aussi vu l'importance de laboratoires, hein, de laboratoires de confiance pour ces diagnostics. Et des fois, ce n'est pas facile, hein, de comprendre comment cela fonctionne, comment parvenir à avoir des laboratoires de confiance. Mais je crois que le docteur Ney nous a vraiment bien montré la façon de le faire. Il nous a parlé des défis, des solutions qu'on peut fournir aussi pour les pays qui ont moins de ressources, hein. Je crois qu'on va pouvoir continuer à avoir cette discussion parce que c'est important d'avoir un laboratoire qui vous fournit des analyses de confiance. Et finalement, l'importance de la sensibilisation du patient, c'est très important. On en parle toujours et c'est un point qu'il ne faut pas oublier. Bien. Donc, je dirais que dans le cadre de ces soins intégrés, hein, comment mettre en œuvre ces soins? Alors, il faut identifier les membres qui sont intéressés, qui sont concernés dans ce domaine. Il faut former une équipe multidisciplinaire de spécialistes. Il faut identifier, bien sûr, les patients dans les hôpitaux, les cliniques, les registres, etc.
Il faut donc former cette équipe de spécialistes, essayer donc d'identifier les patients pour avoir votre registre, hein, comme nous l'avons dit. Vous pouvez avoir recours aux hôpitaux, aux cliniques, à la communauté en général pour élaborer ce registre. Ensuite, on a dit donc qu'il fallait avoir un laboratoire de confiance pour votre diagnostic. Élaborer des lignes directives aussi, c'est très important. Ce sont des ressources qui peuvent être très utiles. Fournir donc des lignes directives et fournir un traitement pour tous. Voilà. Bien. Donc, j'encourage tout le monde maintenant à regarder les lignes directives que nous avons élaborées au niveau de la FMH. Il s'agit de la 3e édition que vous trouverez sur le site Internet de la FMH. Elles sont très détaillées, ces lignes directives. Elles vont vous permettre de mieux comprendre comment tout cela fonctionne. Vous le trouverez dans différentes langues, c'est gratuit et vous pouvez le télécharger. Je crois que cela est très utile pour ensuite mettre en place vos propres lignes directives dans votre pays. Voilà. Bien, je crois que maintenant, nous allons passer aux questions et aux réponses directement. Nous en avons reçu déjà plusieurs. Donc, je vais vous demander, lorsque vous prenez la parole, d'allumer votre caméra. Et je vais commencer par lire certaines des questions que nous avons déjà reçues. Alors, la première question que nous avons, c'est une question qui vient d'un de nos participants et il demande si le personnel soignant doit collaborer avec l'hématologue et le reste de l'équipe pour éviter les problèmes d'addiction aux drogues. Nous allons donner la parole au docteur Malangou. Docteur Malangou au micro, merci beaucoup. Merci pour cette question. Je dirais que dans mon expérience, j'ai une expérience de 25 ans chez les patients atteints d'hémophilie et je dois dire, je ne pense pas que le problème de drogue soit un problème chez les hémophiles. Et je dirais que par rapport à d'autres maladies, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, premier point que je voudrais indiquer. Il n'y a aucune raison pour laquelle on ne devrait pas offrir des soins intégrés. Il faut quand même faire attention parce que si vous avez des spécialistes comme par exemple en soins palliatifs, il y a des indications psychosociales qui montrent que l'hémophilie est une maladie et pour laquelle en général on a besoin de soins de fin de vie. Et ce n'est pas vraiment le cas. Je dirais que nous avons des patients qui ont qui ont une survie par rapport à leur maladie de l'hémophilie, avec donc ce type de soins intégrés, les patients n'ont pas obligatoirement besoin de soins palliatifs. Donc, je pense qu'il faut avoir l'esprit plus ouvert et comprendre que nous devons faire participer tous les médecins et faire attention en ce qui concerne les soins palliatifs. Merci, Johnny. J'ai une question pour le docteur Némé. La question est la suivante. Quelle est, à votre avis, la meilleure manière d'éduquer les patients, de former les patients pour qu'ils jouent leur propre rôle dans leur prise en charge et dans leurs soins? Docteur Némé au micro. Bien, comme je l'ai dit, je pense que cet aspect de l'éducation du patient est un point clé. Il y a de nombreux outils auxquels nous pouvons avoir recours dans ce sens, par exemple les ateliers, les groupes de patients. Et c'est très important de faire participer le patient. Il doit donc participer à sa propre prise en charge. Ce n'est pas seulement le fait d'écouter ce que lui dit le médecin. Il faut aussi qu'il soit
qu'il fasse que le patient fasse vraiment attention à la façon dont il adhère au traitement, aux mesures de prévention le concernant. Donc, je pense que c'est très important, oui. Et c'est un petit peu une formation, hein, une formation pour le client, oui, pour le patient, pardon. Et c'est très courant euh, d'entendre les patients qui nous disent je suis un patient depuis 20 ans de votre clinique, mais je continue à apprendre comment traiter, comment prendre en charge mes saignements. Donc, je pense que l'éducation est un point clé dans la prise en charge de l'hémophilie. Oui, tout à fait. Miguel Escobar au micro, merci beaucoup, docteur Némé. Docteur Nahir, il y a une question ici qui se base sur une des techniques que vous nous avez montrées dans votre présentation. Et la question est, est-ce qu'on peut utiliser le sang avec une goutte de facteur 8 ou de facteur 9 pour faire ces diagnostics dont vous nous avez parlé? Ou docteur Nair au micro, oui, vous pouvez le faire. Il faut faire attention quand vous prenez un échantillon, surtout s'il s'agit d'une personne qui a des problèmes de saignement. Et le concentré de facteurs peut être utilisé en général. On a des échantillons et de facteurs qui restent dans nos laboratoires qui peuvent être utilisés. Il y a une autre question pour le docteur Malanga. On lui dit merci beaucoup de nous parler du rôle des patients et de leur famille, votre expérience concernant la participation des familles à ce processus. Johnny Malangou au micro. Oui, c'est une question très importante. Je dirais qu'en général, dans tout ce que nous faisons, nous essayons de nous baser sur certaines mesures et dans le contexte des patients, il y a une série d'outils que nous utilisons. Par exemple, dans notre laboratoire, dans notre clinique, dans notre centre, nous essayons de demander aux patients d'abord combien ils ont eu de saignements qui n'ont pas été enregistrés et combien ils ont eu de saignements qui ont été enregistrés. Donc, on essaie de contrôler cela pour voir qu'est-ce que l'on fait au niveau du diagnostic. Pareil. Actuellement, je suis dans une autre réunion et au cours de laquelle nous évaluons la participation du patient en fonction de sa participation à différentes réunions pour savoir combien de patients viennent aux différentes réunions et nous mesurons la mesure dans le niveau de prise en charge et le niveau de participation de nos clients. Miguel Escobar au micro. Une autre question pour le docteur Némé. Au niveau des thérapies de remplacement, je sais que ça change en fonction des gouvernements, mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez fait pour obtenir la prise en charge de la part du gouvernement des thérapies de remplacement en Argentine? Docteur Némé au micro. Nous avons beaucoup travaillé avec le ministère de la Santé pour introduire les concentrés dans le programme de médicaments gratuits, fournis gratuitement, comme ou couverts par la sécurité, par la couverture médicale, comme les médicaments du cancer, de façon à ce que ces médicaments soient gratuits pour les patients. Miguel Escobar au micro. Merci beaucoup, Daniel. Une question maintenant pour le docteur Nahir. D'après ce que j'ai compris, vous avez des problèmes parfois concernant l'envoi dans votre pays de réactifs. Que faites-vous lorsque, par exemple, vous constatez que la chaîne du froid a été interrompue? Qu'est-ce que vous faites dans votre institution? Docteur Nahir au micro. Oui,
C'est un problème. Par exemple, lorsque j'ai fait des ateliers en Inde, je me suis rendu compte que nous avions ce type de problème pour les réactifs et que les réactifs de TCA, parfois, n'étaient pas utilisables à cause de ce problème. Donc, j'ai demandé aux fabricants d'expédier le réactif en fonction de ces critères. Et en général, cela a bien marché. Donc, critères de conservation. Donc, il est important que pendant le transport et pendant la conservation à la douane, hein, les produits soient conservés à la température adéquate. Donc, ce sont des conditions sur lesquelles on peut avoir un certain contrôle. Donc, la chaîne de froid doit être maintenue pendant tout le transport de ces réactifs jusqu'à ce qu'ils arrivent au laboratoire. Un autre exemple, si le flacon a passé pratiquement tout le temps à l'intérieur du frigidaire et non pas à l'extérieur du frigidaire, il va se conserver pendant presque un an au lieu d'une semaine, hein. La raison de cela, c'est que on contrôle la condition de notre échantillon et cela, les laboratoires peuvent le faire. Et donc, les fabricants fournissent ce type de contrôle, mais il faut aussi que cela soit fait pendant le transport de l'échantillon. Miguel Escobar au micro. Oui, je crois que c'est très important. Vous avez montré que les laboratoires peuvent économiser beaucoup d'argent en utilisant les petits systèmes, les conseils que vous avez donnés. Donc, ce sont de très bons conseils. Nous vous remercions. Johnny, vous avez parlé du modèle global, hein, de modèle intégré de prise en charge dans un centre de traitement de l'hémophilie. Qu'est-ce que vous recommandez pour avoir ce type de traitement intégré? Docteur Malangou au micro, je pense que tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez, hein. D'abord, je priorise en général des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que cela permet d'assurer que l'on a des services de spécialistes 24 heures sur 24 et cela permet de répondre aux priorités parce que ce n'est pas utile d'avoir un centre de traitement de l'hémophilie dans lequel la prise en charge du patient n'est pas bonne. Et bien sûr, pour moi, il est encore plus important de commencer par regarder la complexité du processus de diagnostic qui existe dans votre centre de traitement de l'hémophilie. Si vous pouvez faire ce que Sukesh Nair, le docteur Nair, fait, par exemple, de façon à devenir un centre de référence pour votre pays, c'est le but en réalité, c'est la priorité, c'est ce que vous voulez faire, hein. Donc, devenir un centre de traitement de l'hémophilie qui soit un modèle dans votre pays. Miguel Escobar au micro. Oui, je crois que vous avez montré ici l'importance du laboratoire. Si on n'a pas un bon diagnostic au niveau du laboratoire, on ne peut pas faire de prédiction, on ne peut pas traiter les patients de manière adéquate. Donc, je crois que cet aspect est très important lorsque vous voulez avoir au moins un centre de traitement de l'hémophilie dans un pays. Il faut avoir au moins un laboratoire de confiance. C'est très important, très, très important, oui. Bien, il y a une autre question concernant la façon d'introduire un programme de prophylaxie si nous n'avons pas commencé à recevoir des produits. Si on commence une prophylaxie, hein, quelles sont les informations que l'on peut recommander pour commencer à travailler dans le domaine de la prophylaxie, hein? Et docteur Némé au micro. Oui, je dirais que la prophylaxie est le meilleur traitement pour nos patients, bien sûr, dans le cadre de l'hémophilie, hein, de sa prise en charge. Je dirais que si je devais planifier
la façon d'introduire un traitement prophylaxique dans un pays, je dirais qu'il nous faut penser d'abord aux enfants. Je me centrerai d'abord sur une prophylaxie pour les enfants qui n'ont pas encore beaucoup d'exposition et essayer de commencer un traitement de prophylaxie à l'âge de 2 ou de 3 ans. Et si cela n'est pas possible, si on ne peut pas utiliser des doses élevées de prophylaxie, on peut commencer avec des doses plus basses, plus faibles de prophylaxie, une fois par semaine. Donc, je pense que c'est ce type de traitement qui est le mieux, c'est bien meilleur qu'un traitement à la demande. Et bien sûr aussi, s'il est possible de prolonger le traitement prophylaxique à tous les centres de traitement de l'hémophilie, à tous les âges, ou au moins pour les enfants et les adolescents. Je dirais que ce serait une bonne chose. Voilà. Merci, docteur. Et je pense qu'il y a plusieurs publications qui utilisent la prophylaxie à dose faible dans plusieurs pays quand il y a une basse quantité de facteurs. N'importe quelle quantité de prophylaxie est meilleure que le manque de prophylaxie. Une question pour le docteur Naïr liée à les tests de mélange. Dans le test de mélange, est-ce que ce serait fiable pour exclure la présence d'inhibiteurs et avancer avec une émergence, une urgence chirurgicale? Je vais vous dire que les études des mélanges avec des facteurs inhibiteurs, en général, quand il y a les inhibiteurs montrent le manque de correction dans les études de mélange. Donc, il y a un risque d'inhibiteur pourtant. Donc, les études de mélange normaux, il faut faire un dépistage d'inhibiteurs pour déterminer le type de facteur d'inhibiteur. Et dans ce cas-là, on parle d'inhibiteurs à bas titre. Donc, peut-être que même dans un dépistage d'inhibiteur, peut-être que l'on manque un inhibiteur. Donc, cela peut aider de avoir un essai de bas titre, parce que met une dilution sur 3, par exemple, si on peut le faire de cette manière, parce que si le patient attend la chirurgie, peut-être que le dépistage peut manquer la détection d'un inhibiteur. Mais l'histoire nous dirige à faire cela pour ne pas manquer un facteur d'inhibition. Si je peux ajouter une chose, tout ce que le docteur a dit devrait être mis dans le contexte de la fiabilité du résultat obtenu par le laboratoire en termes de la performance, de qualité et l'assurance qualité aussi. Nous ne voulons pas être attrapés dans une interprétation des données qui clairement sont une réflexion d'une performance technique. Merci d'avoir éclairci cela. Johnny, si l'on revient sur le modèle, la question est la suivante. Dans mon pays, il n'y a pas de HCCC dans l'hôpital de gouvernement. Donc, quelles sont vos recommandations pour établir des services dans les hôpitaux publics? Quel est le rôle des autorités de santé? Quel est le rôle du ministère de la Santé dans ces cas-là? Je pense que c'est une question très importante. Et un bon point de départ, c'est ce dont je viens de parler dans la présentation, définir les rôles
des acteurs les plus importants. Je vous ai donné quelques références que nous utilisons tout le temps dans notre centre, c'est-à-dire définir le rôle de l'hématologue, de l'infirmier d'hémophilie, le physiothérapeute, par exemple, n'importe qui est dans les centres. Une fois que le rôle ont été bien définis, le pas prochain, c'est de les permettre de prendre le prochain pas. Donc, si mon rôle est le diagnostic, je devrais être capable de le faire selon les standards internationaux. Si mon rôle, c'est d'être un infirmier d'hémophilie, mon rôle sera d'apprendre les familles, leurs amis sur la maladie. Je devrais être en mesure d'avoir les ressources pour le faire. Les ressources sont disponibles de la part de la FMH et d'autres centres. Une fois que cela est établi, on a défini les individus, leur rôle et les ressources, on peut commencer à convaincre les personnes sur la qualité de notre performance. Une fois que les gens ont la sensation qu'on fait quelque chose, mais pas tellement bien, ils vont avoir quelques doutes. Mais si on les adresse avec la confiance que l'on est capable de faire, de mener nos tâches d'une très bonne manière, les gens auront la volonté de s'associer avec nous. Nous menons plusieurs essais cliniques. Nous avons bien établi cela. Par exemple, notre qualité d'essai clinique est très bonne et les gens ont toujours la volonté, le désir de participer à nos essais cliniques et ce sont eux qui se rapprochent de nous et pas à l'inverse. Donc, c'est ça la question la plus critique, être le meilleur dans notre tâche et le reste va se présenter après. Une question pour le docteur Nahir. C'est lié aux relations avec les nouveau-nés. Pourquoi pour les nouveau-nés, les PTT prolongés après quelques mois, ces valeurs reviennent au normal? Oui, ils sont prolongés, mais ils ne sont pas anormaux parce que la majorité des centres de traitement avec les enfants, ils envoient les résultats. Il faut établir des études spécifiques pour les enfants. Donc, si on utilise des valeurs de référence pour les enfants, ces valeurs ne sont pas anormaux, mais ils sont anormaux si on le compare avec les valeurs de référence utilisées chez les adultes. La raison pour cela, c'est parce que les enfants naissent avec des valeurs de coagulation plus bas et au moment de la naissance, après une semaine, après un mois, les valeurs de référence changent. Donc, c'est important d'interpréter le APTT et le PT des enfants selon leur âge. Donc, les valeurs de référence qu'on doit prendre sont les valeurs pour l'âge. Nous avons un temps pour une dernière question. Je voudrais demander au docteur Némé, dans votre expérience, dans votre centre d'hémophilie, comment est-ce que vous avez réussi à intégrer les patients dans un centre d'hémophilie? Quel type de stratégie est-ce que vous avez utilisé pour amener les patients à votre centre? Encore une fois, je pense que c'est important de attirer les personnes atteintes d'hémophilie pour qu'elles participent dans les organisations des patients. Dans notre cas, c'est aussi les centres de traitement qui se trouvent en Argentine. Et évidemment, ils doivent participer dans les ateliers. Ils peuvent participer au groupe des patients. Nous avons également des groupes des parents. Nous organisons des activités de loisirs pour qu'ils puissent partager leurs expériences avec d'autres patients. En conclusion, je pense que même si on peut
sensibiliser en petits groupes de patients ou s'ils ne sont pas tous les patients que l'on peut inclure. Je pense que c'est important de les faire, même s'il s'agit d'une petite quantité de patients. C'est bien de les adresser. C'est un pas, au moins un pas en avant. Et je pense qu'il faut toujours avoir la possibilité de engager les patients et de les inviter à qu'ils s'engagent dans l'organisation. Merci, Dr. Nemé. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire. Nous espérons que nous avons réussi à vous fournir des informations d'importance sur les centres de traitement d'hémophilie, sur les soins complets, sur toutes les informations qui sont nécessaires pour fournir une prise en charge adéquate à vos patients. Je voudrais remercier tous les orateurs de leur présentation. Merci à tous les participants. Merci d'être avec nous aujourd'hui et merci à la FMH d'avoir organisé ce webinaire. La série Pacte va continuer le 11 novembre avec un autre sujet. Le sujet sera renforcer les soins complets, l'utilisation des données pour donner forme à la pratique clinique. Nous espérons de vous voir là-bas et merci beaucoup de votre participation encore une fois. Au revoir.